Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Cette information qui a fait l'effet d'une bombe cette semaine, les clubs de Ligue 1, de la Ligue 1 et DAZN, le diffuseur, ne vont pas poursuivre l'aventure en fin de saison. Ouais, c'est en tout cas le souhait exprimé par le collège formé par la LFP et les présidents de clubs de Ligue 1 mardi dernier. Fin du bras de fer avec le diffuseur ? Eh bien pas vraiment, puisque pour le moment, la chaîne britannique a refusé les conditions financières qui lui étaient demandées. Plus de diffuseurs à l'issue de l'exercice 2025 donc, mais pas de successeur non plus pour le moment. Peut-être le retour de Canal+, mais à quel prix ? C'est ce que nous allons tout de suite voir avec Vincent Chaudel, président fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors clap de fin annoncé entre la Ligue et DAZN, et pourtant ce n'est pas encore officiel. Qu'est-ce qui coince ? Ce qui coince, c'est qu'il y a un contrat qui va au-delà de cette saison, qui va sur les prochaines saisons. Et donc, la Ligue, son collège de clubs a décidé de le rompre, mais il y a une médiation. Et en demandant la rupture, ils demandent une indemnisation. Ce n'est pas eux qui indemnisent DAZN, ils souhaitent être indemnisés par DAZN. Donc là, il y a un litige qui s'annonce. Mais au-delà du litige, la vraie question pour les clubs, c'est qui va diffuser où va-t-on trouver le football l'année prochaine pour les fans et à quel prix ? Ouais, il y a la piste du retour de Canal+, du coup, qui est évoquée. Est-ce qu'elle est sérieuse, cette piste ? En fait, ce que Maxime Saada, le PDG de Canal, a dit, qu'il pouvait rediscuter avec Nicolas de Taverneau, parce que ce sont des personnes qui ont eu l'habitude de discuter ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont y retourner. Pourquoi c'est pas certain ? Tout simplement parce que Canal+ a appris à vivre sans la Ligue 1 et a remis l'argent qu'elle mettait sur la Ligue 1 avant dans d'autres investissements, comme le rugby, comme la Formule 1, comme la Ligue des Champions, et qu'aujourd'hui, ça ne leur a pas fait perdre des abonnés. Et pire encore, c'est que désormais, Canal+ est coté en bourse. Et donc, payer plus cher quelque chose qu'ils n'ont pas, mais qui ne va pas leur faire gagner beaucoup d'abonnés, parce que quand on parle des abonnés DAZN, est-ce que les abonnés DAZN n'ont pas Canal par ailleurs ? Parce que s'ils ont déjà Canal, le fait que Canal reprenne la Ligue 1, ça ne va pas leur faire gagner des abonnés, ou du moins pas assez pour payer 3, 4, 5 ou 600 millions d'euros. Donc le problème, là, ça va être qu'est-ce que la Ligue va pouvoir récupérer en termes d'argent ? Le président du RC Lens évaluait les droits à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, il va falloir payer les coûts de production si c'est la chaîne de la Ligue, les coûts de promotion, les frais de fonctionnement de la Ligue. Il va rester même pas 100 millions d'euros à partager dans les 18 clubs, oui. Sans parler avec la Ligue 2. Donc c'est vraiment très inquiétant pour le football français. C'est très inquiétant parce que si on suit le calcul que vous venez de faire, Vincent, et ce sera la dernière question, clairement, il y a des clubs qui vont faire faillite l'année prochaine. C'est très inquiétant parce que un club a des contrats pluriannuels avec ses joueurs, donc il a déjà des charges engagées. En fait, les clubs qui vont s'en sortir, c'est les 6 clubs qui vont faire la Coupe d'Europe. Si on regarde un club comme Brest, il récupère 50 millions d'euros sur la Ligue des Champions cette année. Donc, eux vont s'en sortir. Mais les 12 de Ligue 1 qui ne font pas la Coupe d'Europe et les 18 de Ligue 2 vont être en grand danger et leur avenir va dépendre de la surface financière de leurs propriétaires. Oui, donc on peut être extrêmement inquiet. Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, qu'on a le bonheur de retrouver tous les dimanches sur Sud Radio. Merci beaucoup Vincent. Tout de suite, on reste dans le football, direction les terrains de Ligue 1. Marseille qui retrouve le sourire. Ça a été poussif pourtant face à Montpellier. Poussif, mais victoire 5-1 de l'OM hier soir sur sa pelouse du Vélodrome après quelques semaines compliquées pour la direction du club et l'encadrement sportif. Un succès qui permet donc aux Olympiens de remonter à la seconde place du championnat après le match nul de Monaco face à Strasbourg sur un score nul et vierge hier. Et puis il y avait le PSG qui jouait aussi et c'est une victoire sans briller 2-1 face au Havre pour les néo-champions de France. Suite et fin de la 30e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 5 matchs dont Lille-Auxerre à 15h et surtout le derby entre Saint-Etienne et Lyon. C'est à 20h45 sur la pelouse du Chaudron. Allez, on reste en football, on en parlait hier. Ça semble cuit pour les Girondins de Bordeaux qui peuvent quasiment dire adieu à la remontée en National 1. Et oui, ça s'annonce vraiment compliqué. En tout cas, Bordeaux a été défait hier par Saint-Brieuc alors qu'ils étaient dans l'obligation de gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison pour espérer monter à l'échelon supérieur.
vainqueur. La défaite est sur la plus petite des marges, 1-0 face au Stade Briochin qui prend le large en tête de sa poule de National 2. Allez, on change de ballon rapidement, comme chaque week-end du rugby, encore du rugby sur Sud Radio. Victoire du RCT qui a illuminé la soirée d'hier. Oui, 31-24, c'est le score du choc entre Toulon et Clermont. Les Rouges et Noirs qui s'imposent à la maison et repartent du bon pied après la défaite en Champions Cup face à Toulouse. Et tout s'est joué en première période pour les hommes de Pierre Mignoni qui inscrivent 4 essais dans des conditions compliquées. Les 3 quarts sont pourtant inspirés, comme sur cet essai de Jules Daumont. Mathias Merlot au commentaire. Pour Marius Daumont qui va relancer. Crochet intérieur de Marius Daumont qui échappe à tout le monde. Quel exploit de Marius Daumont sur 40 mètres qui fait lever Mayol. Marius Daumont qui marque un superbe essai après cette sortie comme manquée par les Clermontois, et Christophe Furios se prend la tête à 2 mains. Mayol est en feu et ça donne des ailes aux locaux. Rebelote quelques minutes plus tard par l'intermédiaire cette fois-ci de Jérémy Sanzel. Et Marius Daumont est reparti avec Jérémy Sanzel. La contre-attaque, elle est bonne à jouer pour Jutava Nicolo. Ça va faire un essai de 80 mètres. Est-ce qu'il va être repris? Il est repris. La passe pour Jérémy Sanzel. Et essai de 80 mètres des Barrois. Oh, le festival. Marius Daumont au départ. Pour Jérémy Sanzel, pour Jutava Nicolo. Et le vétéran Jérémy Sanzel qui a couru derrière Jutava Nicolo pour inscrire son 2e essai de la saison. Bon, je vous donne les coulisses de ce journal. Vous avez un Toulonnais qui se réécoute avec bonheur les essais de son équipe et le Clermontois qui est en studio, qui écoute impassible et qui revit son cauchemar. Ah oui, mais en même temps, Jean-Marie, ça va tellement vite. Vous l'avez entendu, Mathias Merlot en perd son souffle. Et au retour des vestiaires, Clermont tente tout pour revenir. Toulon tient bon jusqu'à priver du bonus défensif son adversaire. Un point qui risque de compter au classement final en fin de saison. Et dans les autres résultats, on retiendra la victoire de l'UBB sur la section paloise 26-22, ainsi que le premier succès en top 14 depuis janvier pour La Rochelle, 29-28 face à Bayonne. Exactement. On continue le journal des sports, mon cher Jules Boscherini. Encore un match et pas des moindres. Ouais, le retour du classico du rugby ce soir. Stade Français, Stade Toulousain, au Stade Jean-Bouin. Un match à ne pas prendre à la légère, comme l'explique Virgile Lacombe, l'entraîneur de la mêlée du Stade Toulousain. Sur la conquête devant, c'est une grosse mêlée et une équipe qui est capable de faire des ballons portés très efficaces en attaque. Donc il va y avoir du combat devant, c'est évident, puisqu'ils ont pas mal de joueurs qui amènent de l'agressivité dans leur rugby. Et en plus de ça, quelques individualités qui sont capables de faire des exploits. Ouais, coup d'envoi à 21h15. Exactement. La suite ? La 5e manche du championnat du monde de Formule 1 ce dimanche en Arabie Saoudite. Et alors pourquoi le circuit de Jeddah est-il considéré comme le plus dangereux du calendrier? Théo Ampillac va tout nous expliquer. Et oui, 6 km 174, 27 virages. Le circuit de la Corniche de Jeddah est un tracé spectaculaire. Situé le long de la mer Rouge, il mélange les contraintes d'un circuit urbain avec des virages à l'aveugle, des chicanes et surtout des portions plus fluides mais ultra rapides. On peut dire qu'il est la parfaite combinaison entre le circuit de Monaco et celui de Bakou, mais en version encore plus intense. Mais qui dit plus intense dit aussi vitesse plus rapide. Les monoplaces atteignent une vitesse moyenne de 245 km/h. C'est autant qu'à Monza, considéré comme le temple de la vitesse. Mais ce qui rend le circuit de Jeddah encore plus dangereux, ce sont les murs situés au bord de la piste. Dans chaque courbe, les roues des pilotes passent à seulement quelques centimètres des glissières de sécurité. Ajoutez à ça les vitesses extrêmement rapides du circuit et le stress de la course, il n'y a aucune marge d'erreur pour les pilotes. D'ailleurs, petite statistique que je voulais vous partager ce matin, depuis sa première apparition au calendrier en 2021, le Grand Prix de Jeddah a toujours vu au moins une voiture de sécurité entrer en piste. C'est pour vous dire la dangerosité de ce circuit. Bref, préparez-vous à une course sous haute tension, départ prévu ce soir à 19h. Merci beaucoup Théo. Merci à vous Jules Boscherini.